Pour commencer, ce mot addiction, qu'est-ce qu'une addiction? Qu'est-ce qu'une conduite addictive? Alors je pense que vous avez eu tort d'applaudir avant de savoir ce que nous allons dire. Ça, c'est le premier point. Quand on dit addiction, c'est un mot qu'on n'employait pas en France il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, c'est devenu un mot qui fait partie de notre vie quotidienne. Il y a là un changement absolument extraordinaire. On évoquait la notion d'addiction uniquement dans le droit, quand il y a très très longtemps, les gens ne pouvaient pas payer leurs dettes, eh bien, ils étaient contraints, on leur imposait, et ils devaient exercer une tâche d'intérêt public. Ça, c'était l'addiction. Et puis l'addiction est partie aux États-Unis, et elle a pris un tout autre sens. Quand on parle d'addiction, vous avez donc maintenant, chacun et chacune d'entre vous, une idée, une représentation qui déclenche chez vous des attitudes et des comportements. Donc le premier travail, quand on parle d'addiction, c'est de se demander ce que l'on pense personnellement de cela, où l'on en est, quelle représentation, quelle attitude, quelle conduite, quel comportement nous mettons chacun en notre intimité sur ce mot. Et c'est le premier travail pour pouvoir aborder les addictions. À partir du moment où nous avons des représentations, des attitudes qui sont très différentes les uns des autres, le problème, c'est de construire une culture commune. Et je crois qu'un premier objectif de cette soirée, c'est de construire cette culture commune. L'addiction est quelque chose qui se présente sous des visages extraordinairement différents. Et pas simplement un visage qui a trait à la santé. C'est un visage de quelque chose qui a trait à l'ensemble des comportements humains et à l'organisation de la société, de l'économie et de la politique. Et si vous le voulez bien, nous allons éliminer tout de suite, peut-être pour en parler après, pour dire que le problème du vocabulaire est un problème important et que l'angle d'approche est formidablement important. Dans les congrès de physiciens, on raconte une anecdote qui est très utile pour la compréhension des addictions. C'est le fait que quand on voit une dame qui se promène dans la rue et qui, même s'il n'y a pas de neige, se casse la figure, eh bien, il se peut parfaitement bien que quelqu'un, dans une dimension altruiste, vienne la relever. Il se peut aussi très bien que ce soit des élus qui se disent, puisque les trottoirs sont mal entretenus, aux élections prochaines, j'aurai cette voix en moins. Il se peut très bien que ce soit un monsieur qui dit « ça c'est mon épouse, ma mère m'avait déjà dit de ne pas l'épouser, hein, elle n'amène que des troubles, et donc c'est un autre regard ». Ou il se peut aussi que si cette dame tombe, un monsieur qui pensait passer sa fin d'après-midi à d'autres choses se dit peut-être y a-t-il une éventualité quelconque et un tout petit peu libertine. Et puis il se peut aussi qu'un physicien passe et ayant vu tomber le corps de cette dame dise un demi de MV2, c'est la chute des corps. Nous nous trouvons face à ce problème des approches diversifiées. Et ça, c'est le phénomène tout à fait essentiel. Lorsque l'on parle d'addiction actuellement, la plupart du temps, nous avons l'idée de quelque chose qui est grave, de quelque chose qui est important, de quelque chose qui est invalidant, de quelque chose qui atteint à la liberté, quelque chose qui touche quelque chose d'abîmé au niveau de la citoyenneté. Ce n'est pas toujours comme cela que les choses se présentent. Il fut un temps où l'on pensait que le pouvoir de ce qu'on appelait injustement les drogues était ce qui était essentiel. Et par voie de conséquence, la personne qui consommait de l'alcool, qui consommait du tabac, qui consommait du cannabis ou de la cocaïne, était définie rien que par ce comportement, et on utilisait le mot toxicomane, le mot alcoolique, le mot tabagique, le mot héroïnomane, le mot cocaïnomane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on pensait que le produit faisait tout, que c'est la force, le génie pharmacologique de certains produits qui modifient les conduites et les comportements, qui modifient la manière de se ressentir et la manière de percevoir le monde. Ceci est
un fait important qui est issu de quoi? D'une culture de la pharmacologie, où l'on mettait dans une souris un produit, on voyait quels étaient les comportements qui en découlaient. On regardait quelqu'un qui consommait un produit et on regardait comment il se comportait, comment il allait, quels étaient les risques, quels étaient les dommages. À partir de ce moment-là, la pharmacologie avait un objectif, différencier les produits les uns des autres. Et par voie de conséquence, ceci justifiait que l'on parle d'un alcoolique, un toxicomane, un héroïnomane, un cocaïnomane. Et au bout d'un certain temps, on a basé toute notre approche d'aide à nos concitoyens sur la différence en mettant en place des dispositifs alcool, des dispositifs toxicomanie, des dispositifs tabagiques. Des étiquettes. Et voilà. Et en même temps, on avait là créé des grandes figures emblématiques. L'alcoolique, c'était le grand alcoolo que l'on voit sur les tableaux flamands du musée des Beaux-Arts, le clodo que l'on voyait avec le litron qui dépassait de sa poche. Le toxicomane était le junker catastrophique et qui avait été à Katmandou ou qui avait fait Peace and Love aux États-Unis. On avait cette image. Le tabagique, c'était celui dont la bouche était édentée et dont les doigts étaient marqués de nicotine. C'est la représentation que nous en avions. À partir du moment où on s'est rendu compte que toutes ces substances, même si elles avaient des différences sur les conduites et les comportements induits, avaient un point commun, et ce point commun, c'était de provoquer quelque chose qui est de l'ordre de la sensation, de l'ordre du plaisir, et que toutes ces substances-là avaient le pouvoir de conduire à une répétition de la consommation. C'est pourquoi on les appelle substances addictogènes. Addictogène voulant dire là la répétition. Et puis, on s'est aperçu d'autre chose, c'est que si toutes ces substances avaient un point commun, il convenait de les aborder de manière unitaire. Et c'est à ce moment-là qu'on leur a donné un nom particulier et on les a appelées substances psychoactives parce qu'elles étaient principalement actives sur le fonctionnement psychique. Mais elles avaient aussi des répercussions sur le corps, sur le cœur, sur le tube digestif, etc., etc. Donc, on est passé de la différence entre les produits caractérisant les sujets à une famille appelée substances psychoactives. Deuxième point, on pensait que les grands alcooliques, les grands toxicomanes, les grands tabagiques, les grands héroïnomanes, c'était ça qui était le problème. Et on s'est aperçu qu'avant de devenir ces personnes gravement alcooliques, gravement toxicomanes, gravement tabagiques, gravement etc., etc., eh bien, ces personnes avaient consommé antérieurement des produits. Et on s'est aperçu d'une chose tout à fait extraordinaire, c'est que si on ne s'occupe que des personnes qui présentent ces graves états, dans une dimension sanitaire, eh bien, au niveau de la population, nous ne faisions pas notre job. Ces personnes qui sont gravement atteintes, nous les qualifions actuellement non pas de personnes addictives seulement, mais de personnes dépendantes. Cette dépendance est caractérisée par le fait que les gens consomment des produits, par le deuxième fait que lorsqu'ils n'ont plus de produits, eh bien, ils sont susceptibles d'avoir un état pathologique que nous appelons un syndrome de sevrage et non pas un syndrome de manque. Et puis on s'est aperçu que ces gens consommaient une grande partie de leur activité à trouver les moyens de s'acheter les substances, à consommer, à jouir, à se remettre des effets nocifs du produit et à recommencer. Et que par voie de conséquence, et c'est le trait le plus caractéristique, ce temps consommé à cela leur faisait éviter leurs activités professionnelles, leur dimension familiale, leur dimension citoyenne. Et c'est ça le problème de la dépendance. Et ça, c'est de l'ordre du sanitaire. Mais bien avant qu'on ne vienne dépendant, il y avait des consommations. Et ces personnes pouvaient s'arrêter de consommer, n'avaient pas de syndrome de sevrage, et se trouvaient donc, pour l'ensemble de la population, à nos yeux, et même aux yeux du monde sanitaire, ne se trouvaient pas inclus
dans les personnes qui pouvaient être les destinataires d'un soin ou d'un accompagnement. On a qualifié ce comportement de consommation d'usage nocif. Pourquoi? Parce que si ces gens avaient un grand risque de devenir dépendants, ils présentaient déjà un certain nombre de dommages. Dommages qui pouvaient être sanitaires, par exemple une contamination par le virus du sida, par l'hépatite C ou par des infections très importantes. Ces personnes pouvaient avoir des dommages qui étaient des dommages psychologiques, avec des états dépressifs, avec des états psychotiques, avec de nombreux troubles psychopathologiques. On s'apercevait qu'ils avaient une difficulté par rapport au monde professionnel avec un absentéisme, une augmentation de l'accidentalité. On s'est aperçu que les citoyens n'étaient plus pesant partie. Du coup, cette consommation appelée usage nocif, c'est une consommation qui permet d'arrêter sans syndrome de sevrage et qui inclut des dommages. Et là, il est apparu un fait tout à fait essentiel. C'est que l'on pensait que pour pouvoir parler de toxicomanie alcoolisme, il fallait consommer de grandes quantités. Or, dans l'usage nocif, c'est vrai que les dommages apparaissent pour des gens qui consomment beaucoup. Mais ça arrive aussi pour des gens qui consomment très peu. Vous n'avez pas l'habitude de consommer de l'alcool et du cannabis. Vous en consommez au cours d'une soirée de manière assez importante, mais une seule fois dans votre vie. Vous prenez votre voiture et vous avez un accident. Nous sommes dans le cadre de l'usage nocif. Donc la référence à la quantité n'est pas une référence obligatoire. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui consommaient des substances et qui n'avaient pas encore, ou quelquefois n'avaient jamais, de dommages. Auquel cas vous voyez que ça a été à l'origine, cette conception, de l'idée qu'on pouvait légaliser ou dépénaliser, par exemple, le cannabis, puisqu'un certain nombre de gens pouvaient témoigner qu'ils consommaient du cannabis et ne devenaient pas dépendants et ne devenaient pas susceptibles d'avoir des dommages. Beaucoup de nos concitoyens consomment de l'alcool sans aboutir à la dépendance et sans aboutir à la survenue d'un certain nombre de dommages. Et vous voyez que cela, il nous fallait comprendre pourquoi certains et certaines d'entre nous pouvaient aller d'une consommation à un usage nocif et à la dépendance. Et c'est ainsi que nous avons mis en évidence, qui a été très utile pour la prévention, dont parlera le docteur Moore, le fait qu'un certain nombre d'entre nous avons des facteurs de protection et un certain nombre avons des facteurs de vulnérabilité. Physiologiques et moraux Physiologiques. Un certain nombre de Japonais, 25% des Japonais, à qui il manque une enzyme, sont malades dès qu'ils prennent la première goutte d'alcool. Du coup, ils sont préservés. Par contre, les autres Japonais consomment de manière compensatoire vis-à-vis des gens qui ne peuvent pas consommer. Cette protection est aussi psychologique. Le fait d'être bien inséré dans la société, le fait de pouvoir suivre des études ou avoir une activité professionnelle, ce sont des facteurs protecteurs. Le fait de travailler chez certains consommateurs peut les aider à réguler leur consommation, par exemple rien que sur le week-end, et ensuite pas régulièrement. Ce qui est important, c'est qu'il y a aussi des facteurs de vulnérabilité. Et un des facteurs de vulnérabilité qu'on pourrait évoquer ce soir est un facteur qui est dû à nos gènes. Le fait, par exemple, et nous le savons, depuis les premiers jours de la vie, on voit des nourrissons qui sont très attentifs au monde extérieur et qui aiment les sensations fortes. Et par voie de conséquence, ces personnes-là, avec les substances psychoactives, vont être plus en appétit, vont avoir une plus grande expérience. Prenons un exemple. Souvent, quand nous rencontrons des personnes alcoolodépendantes de manière privilégiée, si on leur demande quelles ont été leurs premières relations avec l'alcool, il y en a qui disent que c'était d'une banalité consternante. Et il y en a qui disent que c'était une grande aventure, et qui se souviennent de leur première cuite. On voit bien que ces gens-là sont plus vulnérables, alors que les autres s'entraînent. Quand on regarde ce que je viens de dire, le paysage de ce que nous appelons vulgairement actuellement l'addiction, c'est le fait de la combinaison du comportement de consommation, du comportement d'usage nocif et du comportement de dépendance. Et quand on regarde ce phénomène-là, on s'aperçoit que puisque ce sont des comportements diversifiés, il faut des réponses qui sont diversifiées.
Lorsqu'on a une conduite et un comportement de consommation, à ce moment-là, c'est un comportement humain. Il est pluridéterminé, comme nos comportements alimentaires, par exemple. Et il y a un point qu'il faut dire, et le dire très fort, c'est l'offre de produits aussi qui fait le consommateur. Le marché des substances psychoactives est un marché considérable, un marché planétaire. Dans notre région ici, l'économie, entre guillemets, liée aux substances psychoactives, à la vente, à la revente, et le marché aussi sanitaire des soins et de la prévention, c'est un marché. Donc on est là dans une économie. C'est aussi un déterminant politique. L'Afghanistan n'a pu vivre pendant longtemps que par l'opium. Quand on regarde ce qui se passe au Mali actuellement, les djihadistes ont de l'argent. Comment? Par les substances psychoactives. Donc c'est un problème qui est aussi un problème politique. Dans certains pays, la production de ces substances est vitale pour l'économie de ces pays et la vie des citoyens de ces pays. Donc il y a un déterminant qui est là. Ce que je voudrais vous faire passer, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, c'est qu'un comportement humain est polydéterminé et que par voie de conséquence, quant à la prévention, on va pouvoir agir sur chaque déterminant. Et par exemple, il est légitime que nous luttions contre le trafic. Ça veut dire que nous luttons contre l'offre de produits. Il y a là une grande légitimité. Il y a un autre problème qui est important. C'est que ce comportement de consommation, ce comportement d'usage nocif, ce comportement de dépendance, eh bien, nous avons pu constater qu'il y avait des mécanismes sous-jacents qui étaient activés par les consommations. Mais on s'est aperçu aussi qu'il y avait des comportements de consommation qui présentaient les mêmes caractéristiques, mais où il n'y avait pas de substances psychoactives. Par exemple, les troubles du comportement alimentaire que l'on appelle la boulimie en sont un bon exemple. Et puis, du coup, ce concept, il s'est étendu. Ce concept s'est étendu à d'autres comportements qu'on appelle quelquefois, justement, les comportements sans drogue. Par exemple, ce que nous appelons maintenant les cyberaddictions. Mais ceux et celles d'entre nous qui ont une cyberaddiction, avant, ont eu un comportement qui était un comportement d'usage nocif. Et ils ont eu avant des comportements de rencontre avec tout ce qui se trouve dans ce champ numérique. De la même manière, on voit les trois familles de comportements. Et puis on est allé plus loin. On est allé plus loin dans l'usage, le comportement d'addiction qui nous semblait exclu, puisque notre modèle, c'était les drogues, c'était les substances psychoactives. Le produit. Le produit. À partir de ce moment-là, il s'est passé une révolution tout à fait copernicienne qui a été que, par exemple, on peut être dépendant du poker en ligne. On peut être dépendant du mouvement. C'est souvent difficile de comprendre l'addiction au mouvement. J'ai eu, et elle m'a permis de l'évoquer, j'ai eu à traiter une jeune dame qui lançait le marteau. C'était une dame balèze physiquement, balèze intellectuellement, et qui avait un physique tout à fait de charme, et elle avait un petit ami qui était interne des hôpitaux, en orthopédie. Elle s'est cassé le bras gauche, elle est droitière. Mais pour lancer le marteau, le bras qui ne tient pas le marteau a un rôle tout à fait essentiel. Elle s'est fait d'une fracture du bras gauche. Pendant les 3 ou 4 premiers jours, elle a été absolument épouvantable. Elle présentait un syndrome de sevrage qui était exactement identique à celui que nous rencontrons chez les héroïnomanes ou chez les personnes qui consomment majoritairement de l'alcool. Qu'est-ce qu'elle a fait? Puisqu'elle était futée, puisqu'elle avait un amoureux, elle est allée le voir et lui a dit de casser le plâtre et de faire un autre plâtre dans lequel elle avait mis des petites plaques de métal pour pouvoir faire que son bras puisse avoir la position et le poids qui est nécessaire pour pouvoir lancer le marteau. Une compensation. Compensation. Et par voie de conséquence, elle a recommencé l'entraînement. Elle est devenue aussi charmante qu'avant. Quelle n'a pas été la surprise du chirurgien, quand il a enlevé le plâtre, de voir que la scie faisait des étincelles sur des plaques de plomb qui se trouvaient à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'addiction au mouvement.
L'addiction au mouvement chez les marathoniens. Les marathoniens sont assez effrayés quand ils ne peuvent pas courir. Alors, du coup, on en est venu à quoi? On en est venu aux conduites addictives dans le monde du sport et dans le dopage sportif. Le dopage sportif, c'est de ne pas respecter les règles. Les conduites dopantes, c'est d'utiliser des produits qui ne sont pas interdits ou en dehors des compétitions. Et du coup, on en est arrivé à quoi? On en est arrivé au fait qu'on a rencontré ces conduites dopantes, et je travaille avec le Conseil de l'Europe là-dessus, dans les milieux professionnels. Dans la vie professionnelle, on a besoin de performance. Comment garder cette performance? Auquel cas, qu'est-ce qu'on fait? On prend des produits. Et on prend des produits quelquefois pour supporter. Et vous voyez que dans ce que je vous ai évoqué, je n'ai pas évoqué le sens, le pourquoi des conduites addictives. Parce que nous avons deux approches possibles. Une approche descriptive, telle que celle que je viens de développer devant vous, qui nous permet de travailler sans arrière-pensée. Et puis on peut avoir aussi une démarche compréhensive, c'est se dire, non pas quels sont les mécanismes, ça c'est du descriptif, mais quelle est l'intentionnalité. Et tout à l'heure, le docteur Richir évoquait cela. Quelle est l'intentionnalité? Pourquoi le fait-on? Le fait-on pour supporter une vie difficile? Le fait-on, et la consommation de cannabis actuellement chez les jeunes, c'est pas du tout quelque chose qui est lié simplement au malaise de l'adolescence. C'est un marqueur social. On ne peut pas ne pas fumer du cannabis quand on a tel âge et qu'on est dans tel milieu. Une forme de banalisation? C'est un marqueur exactement comme la mode vestimentaire. Comme de savoir qu'on met des choses sur Facebook et que si on n'a pas fait 38 dans la journée, on est... Et du coup, si l'on parlait de la dépendance qui se manifeste avec l'utilisation du tweet qui fait... Je me trouvais dans le métro tout à l'heure et il y avait en face de moi 2 personnes qui avaient leur appareil et qui n'ont pas cessé de jouer et de pianoter sur leur appareil. Et moi-même, je suis venu avec mon appareil. J'espère n'avoir qu'un usage nocif et de ne pas encore en être à la dépendance. Vous voyez, une approche descriptive qui permet de travailler, une approche compréhensive qui permet de se faire une idée parfaitement légitime, parfaitement intéressante, mais à mon sens, pas opératoire. Qu'est-ce que ça veut dire en plus dans ce que je viens de dire? Ça veut dire qu'autrefois, on pensait qu'il y avait une consommation qui était une consommation d'un seul produit, d'un seul comportement. Et on s'aperçoit maintenant que les gens polyconsomment. Il n'existe plus de personnes qui ne consomment qu'un produit. Et en plus de cela, on le voit bien, même dans les conduites addictives sans drogue. Par exemple, quand vous ne trouvez pas votre produit, vous compensez avec un autre produit. Quand vous êtes boulimique et que, à l'aide d'un certain nombre de soignants, votre comportement et vos conduites de boulimie s'estompent, à ce moment-là, on est souvent en appétit de médicaments et on passe aux médicaments ou on passe à l'alcool. Donc nous devons penser, et c'est l'avantage de la notion de conduite addictive et de substance psychoactive, qu'il faut envisager la totalité des comportements de consommation, usage nocif et dépendance. Et du coup, cette distinction va permettre la prévention. Dernier point pour conclure, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que face à ces conduites de consommation, nous avons une parfaite légitimité à éclairer et à protéger nos concitoyens. Pourquoi? Parce que ceci, c'est pas seulement parce que ça va induire des dommages, par rapport auxquels on va faire une politique particulière de prévention des dommages, mais surtout parce que c'est une atteinte à la citoyenneté, c'est une atteinte à la personne dans ses capacités de choix, c'est une atteinte à la personne dans sa capacité de se réaliser. C'est donc quelque chose qui va réduire, altérer ou détruire un certain nombre de compétences. Et cette légitimité d'intervenir, elle se trouve en tout citoyen. Car les représentations de la population, là, jouent un rôle de prévention. Et il est indispensable aussi que les institutions d'un État puissent protéger ses citoyens. C'est de son devoir. Vous voyez donc que nous avons quelque chose de très important à faire. Autrefois, parmi ces gens qui allaient à la dépendance,
nous avions une idée qu'ils étaient incapables, qu'ils avaient des difficultés, et nous ne les traitions pas respectueusement. Le problème, c'est, par rapport à toutes ces personnes qui se mettent quelquefois dans des graves difficultés, eh bien, la condition essentielle de la rencontre, c'est le respect. La condition essentielle de la rencontre, c'est de leur faire confiance. Parce que même si beaucoup de compétences sont altérées, il y en a qui sont encore présentes. Et s'asseoir, s'appuyer, conduire quelque chose à partir des compétences restantes, c'est ce qui permet d'aborder les gens en leur disant « il y a des difficultés, mais vous êtes susceptibles de modifier les choses. Même si vous êtes en difficulté, vous êtes néanmoins compétent. » Merci, professeur Philippe-Jean Parquet, pour ce portrait, si on peut dire ainsi, de l'addiction, des dépendances. Oui, merci beaucoup d'abord de votre invitation et de me donner la parole. Donc, oui, finalement, faire un concept unique pour les addictions, contrairement à ce que certains croient, nous a plutôt simplifié la vie parce que, en fait, pour compléter ce que dit le professeur Parquet, on est avec, en quelque sorte, une tentative de solution. Les personnes addictes ne sont pas des personnes qui cherchent à se détruire, certains bien sûr, si, mais l'immense majorité a d'abord commencé à essayer de compenser quelque chose, voire de se soigner. Et à propos de cette vulnérabilité psychologique, certains ont des facteurs de protection, mais d'autres ont clairement des facteurs de vulnérabilité génétique, des gens plus sensibles, moins sensibles à la récompense que d'autres, mais aussi des facteurs psychologiques, voire psychiatriques. Et donc, là, c'est un stade déjà avancé dans l'absolu. Oui, disons que vous êtes adolescent et vous n'êtes pas bien dans vos baskets, de marque de préférence, hein, et vous n'avez pas vraiment des troubles psychiatriques. Vous avez un mal-être, une difficulté, vous avez du mal à vous intégrer. Le groupe des pairs vous propose d'être à la mode avec la consommation. Et cette consommation, c'est une substance qui est psychoactive, qui vous fait du bien et dans laquelle vous trouvez plus de liberté au début, plus d'aisance, avec une légère alcoolisation au début, avec quelques joints fumés, ou quelques bouffées. Et vous trouvez là quelque chose qui compense et qui, en plus, vous intègre dans le groupe. Mais au départ, il n'y a pas juste une notion de plaisir, simplement de plaisir? Il y a également aussi, c'est aussi un plaisir que de pouvoir s'intégrer dans le groupe quand on est adolescent et de trouver du plaisir à l'ivresse et de trouver du plaisir à la substance, bien évidemment. Ou à la cigarette, hein, puisqu'on va venir à la cigarette dans quelques instants aussi. Qui a été très longtemps valorisée dans notre société et un marqueur d'adultes responsables et actifs, et même dans nos plus grands acteurs dans les films cultes d'une époque révolue. Etc. Alors, vous avez compris que ça peut déraper, ça peut s'envenimer. Alors, la première question que le soignant... Alors, bon, vous avez compris que ce n'est pas que soignant, ce n'est pas un problème que de soignant, c'est aussi un problème social, environnemental, politique. Donc moi, je vais vous parler du moment où on arrive dans le moment du soin. Alors, avant de nous parler de ça, dites-nous un peu qui vient vous voir. Est-ce qu'il y a un profil de patient? Est-ce qu'ils sont envoyés par leur médecin? Est-ce que c'est une démarche personnelle? Est-ce que c'est la famille? Qu'est-ce qui motive quelqu'un à venir vous rencontrer? Alors, on va dire au CHRU, mais peut-être aussi son médecin. Comment dire, la conscience d'une certaine dépendance au départ, ou un questionnement? La conscience d'une dépendance serait déjà formidable. Bien souvent, ce sont les conséquences de la consommation qui nous font venir. Vous savez, on ne change pas d'avis, sauf si l'on est profondément convaincu que l'on a raison de changer d'avis, ou alors si on y est contraint. Et c'est la contrainte, souvent, qui nous fait rencontrer le changement. Alors, le changement, quel est-il ? Alors, je ne vais pas parler que du CHU, je vais parler au nom de tous les soignants. Oui. Nous avons un système de soins qui est d'abord très ouvert, anonyme et gratuit, par ce qu'on appelle des centres de soins de prévention et d'accompagnement des substances addictives. Donc ça s'appelle des XAPA, hein,
vous trouverez assez facilement ces termes dans les pages jaunes. Ce sont des centres qui sont dans la ville la plupart du temps, souvent gérés par du sanitaire ou des systèmes médico-sociaux, et qui ont cet avantage d'abord de vous recevoir aux heures ouvrables évidemment, mais de façon très simple et très facile. Vous voulez dire qu'il ne faut pas venir à l'hôpital On n'est pas obligé déjà de commencer par l'hôpital, l'hospitalisation, etc. D'accord. Et dans ces centres de soins, d'accompagnement et de prévention, on va vous proposer de la prévention si vous commencez à imaginer que vous avez des problèmes. On va vous proposer du dépistage et on va vous proposer aussi des soins qui peuvent être en consultation. Mais si parfois vous étiez fort dépendant et avec des problèmes médicaux ou des problèmes psychiatriques, on peut vous proposer l'hospitalisation. Donc c'est un lieu dans lequel on peut à la fois vous soigner, en même temps vous orienter et débrouiller. Alors pourquoi vous viendriez me voir? Je vous ai dit, souvent parce que vous y êtes contraint. Contraint d'abord par vous-même. À partir d'un certain âge, vous prenez conscience que c'est trop. Les addictions, c'est pas souvent une question de combien, c'est souvent une question d'à partir de quand c'est un problème. J'en peux plus. J'en peux plus. Ma femme menace de me quitter. Mon mari ne me regarde plus. J'ai eu des problèmes au travail. J'ai eu des remarques de mon médecin traitant. Ou alors même, j'ai eu des problèmes avec la justice. Et la justice me dit, bien, vous allez avoir une peine et nous vous recommandons d'aller vous soigner. Ou nous vous obligeons aussi à aller vous soigner. Ou j'ai des problèmes de santé, conséquences de... Alors j'ai des problèmes de santé et je veux faire attention à ma santé, plutôt positif, ou j'ai des problèmes de santé et je veux rattraper un peu les problèmes. Alors, là on parle d'addictologie produit et comportementale aussi. Et comportementale aussi. Monsieur Parquet a fait allusion aux troubles des comportements alimentaires qui sont de véritables esclavages, soit de la restriction alimentaire pour les personnes anorexiques, soit du vomissement ou de la boulimie pour les anorexiques boulimiques ou pour les boulimiques, les outre-mangeurs aussi, qui sont des personnes qui ont des problèmes alimentaires et qui ont perdu cette liberté. Parce que la dépendance, ce n'est pas quelque chose qui nous est totalement inconnu. Vous savez, nous sommes nés au monde avec une dépendance verticale, une dépendance parentale. Le petit homme est assez peu indépendant. Dans notre société, il va être dépendant vers 22, 23 ans, quand il va nous quitter enfin de notre appartement ou de notre maison. Mais il va développer quoi? Une dépendance transversale, comme ce que nous sommes en train de faire ce soir, où il ne peut pas y avoir de public sans intervenants et, j'allais dire, acteurs, pardon pour ce lapsus, et inversement. Donc, cette dépendance... C'est une dépendance contrôlée, là. C'est une dépendance contrôlée. On va tous repartir chez soi. On espère. Et ça va on ne va bien pas se être passer. accro à ce soir. Bon, enfin, je veux bien rester un peu plus longtemps. Dominique Bonte. En fin de compte, médecin tabacologue. En vous écoutant, je me dis au fond, lorsque les gens viennent à l'Institut Pasteur de Lille, par exemple, ils viennent soit au centre d'examen de santé, soit dans les consultations de tabacologie, par exemple. Et en fin de compte, on a le sentiment qu'ils s'attendent à avoir un interlocuteur quand ils viennent faire des bilans de santé qui va dire c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de consommer du cannabis, c'est pas bien de fumer, c'est pas bien de boire, etc. Et on a le sentiment que quand ils viennent dans les entretiens pour arrêter de fumer, comme quand ils vont chez toi, eh bien, ils viennent avec autre chose. Ils attendent autre chose de nous. Donc, j'ai envie de dire que les personnes qui ont des comportements ou simplement un usage, ou usage nocif, ou qui sont dépendants, vont, en fonction de l'interlocuteur qu'ils vont voir, ils viennent avec des demandes différentes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. C'est certain que l'approche morale des addictions est la première approche qu'on va rencontrer, puisque il est quand même remarquable de voir que les conséquences à long terme d'une dépendance à l'alcool, d'une dépendance tabagique qui vous rend si malade, pourquoi est-ce que vous continueriez à consommer des choses qui vont vous tuer ? Et donc cette approche morale a été longtemps appliquée sur l'alcool, le traitement même moral des maladies mentales historiquement existait, et ça ne marche pas avec des dépendants. Qui nous dit que ça ne marcherait pas avec certains jeunes qui sont juste dans la quête de limites et qui veulent juste un petit peu forcer le cadre parental? Mais on sait que chez les personnes malades, ça ne va pas fonctionner. Et ils savent bien les sujets qui en souffrent, où ils en sont, et ils ne veulent pas forcément entendre
ce genre de discours, mais certains vont peut-être se raccrocher à ce discours moral. D'autres, au contraire, seront très heureux d'apprendre qu'en fait, la problématique d'une addiction, c'est vraiment une problématique de maladie. Et même plus que ça, c'est même une habitude au sens des neurophysiologiques, une habitude au sens des neurosciences. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude ? Une habitude, par exemple, c'est pendant une dizaine d'années, vous rentrez dans votre bureau, vous ouvrez la porte et vous tapez à gauche pour allumer la lumière. C'est presque un TOC. C'est presque... Non, c'est une Non, habitude. Une habitude. Un TOC, ça devient une maladie. D'accord. Une habitude, c'est d'avoir l'habitude, quand vous rentrez dans votre bureau, d'allumer la lumière sur la gauche. Et un petit malin va déplacer la lumière sur la droite au bout de 10 ans de votre habitude. Eh bien, vous allez mettre environ 2 à 3 semaines à vous habituer, en ouvrant cette porte, à taper d'abord à gauche. On vous dit « Ah, mais non, c'est à droite maintenant, puisque on a décidé de changer. » 15 ans plus tard, peut-être même 20 ans plus tard, le même petit malin va remettre la prise à gauche. Il ne vous faudra que 2 jours pour reprendre cette habitude initiale. Donc vous voyez en quelque sorte à quoi le cerveau peut être habitué très rapidement et combien, lorsqu'on explique au sujet qui nous dit qu'il ne peut plus s'en passer, on lui fait bien comprendre qu'il est dans une perte de liberté par rapport à quelque chose qui était dans l'apprentissage. Et par rapport à cet exemple, ça me fait penser par exemple à un monsieur qui venait pour arrêter de fumer. Et en fin de compte, ce n'était pas vraiment l'accroche au tabac qu'il avait. C'est parce que tous les matins, il entendait son réveil qui sonnait, il tapait sur sa table de nuit comme ça et il sentait une forme rectangulaire, c'était son paquet de cigarettes. Pour arrêter de fumer, il lui a fallu déplacer son paquet de cigarettes, le mettre sur la table de nuit de sa compagne, et de ce fait-là, quand il tapait sur son réveil, eh bien, il va aller chercher son paquet de l'autre côté, mais déjà, il prenait conscience qu'il changeait. Si bien que même dans l'addiction tabagique, ce n'est pas forcément l'addiction aux produits, on a aussi des addictions comportementales ou des automatismes. Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que vous disiez, en 2 jours, il reprend ses anciennes habitudes. Ce qui veut dire, et pour le tabac, c'est assez... On est, ou certains sont nombreux à l'avoir expérimenté, on est toujours des anciens fumeurs, des anciens addicts, professeur Parquet. Oui, parce qu'il y a une chose qui est très particulière, c'est quand nous avons des habitudes, quand nous avons des comportements de consommation ou des expériences, lorsqu'elles sont arrêtées, nous en gardons la trace. Et donc, il suffit d'une rencontre X, Y ou Z pour pouvoir faire que ça réapparaisse. Prenons un exemple très simple. Un certain nombre de gens ayant consommé beaucoup d'alcool, étant dans une situation de dépendance, pour les dépendants seulement, nous recommandons l'abstinence. Parce que s'ils le reconsomment, à ce moment-là, ça remet en route les choses et tout le travail qu'ils ont fait d'antérieur. Et c'est le problème de la trace. Et cette trace, elle est comportementale, elle est psychologique et elle est biologique. Et donc, c'est important. Ça veut dire que là, il y a une inscription dans le temps, après les soins dispensés par mon ami Cotensin, il y a un suivi au-delà du moment où on ne consomme plus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez arrêté que vous n'avez plus d'efforts à faire, que vous n'avez plus d'accompagnement nécessaire, etc. Et ça, je crois que c'est très, très important. C'est très important pour une raison extrêmement simple, par exemple. Si les consultations sont prises en charge par l'assurance maladie, si l'assurance maladie fixe l'arrêt de la manière de rembourser les soins au moment où vous ne consommez plus. Mais comme vous êtes en potentialité ultérieure de reconsommer, eh bien, il faut bien qu'on vous aide à lutter contre cette potentialité que nous appelons quelquefois la rechute, ou que nous appelons quelquefois la récidive, mais le terme de rechute est plus important. Et ce que vient de développer Olivier Cotensin, c'est toute cette notion de trace. Tout ce que nous faisons laisse une trace en nous. Et cette trace peut être réactivée. Une forme de longue convalescence, en fait. Alors, si vous dites convalescence, ça veut dire maladie. Ah, mais on est un peu dans la maladie, dans l'addiction. C'est ce qu'on dit un peu depuis le début, malgré tout. Si on est dans la dépendance, oui. Si on est dans l'usage nocif, on est dans le comportement, on n'est pas dans la maladie. Mais est-ce qu'on vient vous voir pour l'usage nocif? Pour en revenir à ce que disait le professeur Parquet tout à l'heure, l'usage nocif qui est que je peux quand même m'arrêter demain si j'en ai envie, mais je le fais quand même et je prends des risques. Bien sûr, on vient moins me voir j'ai plusieurs parties dans mon service, une partie hospitalière qui sera beaucoup plus consacrée aux personnes dépendantes et beaucoup plus malades et plus marquées physiquement et psychologiquement.
Mais dans tout notre système de consultation ambulatoire, il ne faut pas hésiter évidemment à venir pour de simples usages nocifs parce que je commence à perdre le contrôle ou parce que les doses consommées sont trop importantes ou parce que j'ai eu des conséquences tout simplement de mon usage nocif avec mon permis de conduire ou avec ma compagne ou mon compagnon ou avec d'autres choses. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'addiction, c'est quand, c'est pas combien. Quand vous avez un sujet qui ne consomme que le week-end et de façon massive et qui, au-delà de ça, toute la semaine, n'a aucune consommation, par exemple, une consommation qui est très connue dans le pays anglo-saxon, en Angleterre en particulier, et que vous n'y êtes qu'au stade d'une habitude alimentaire où vous êtes quand même tout à fait capable de vous en libérer, d'ailleurs même certains week-ends de ne pas consommer de façon massive, on va dire que va falloir ralentir peut-être un peu pour votre santé, mais si vous commencez à anticiper à partir du mercredi votre soirée du jeudi soir, alors qu'avant c'était que le vendredi soir, et que tout votre week-end se passe de façon alcoolisée ou en consommant du cannabis ou d'autres substances, eh bien là, vous commencez à vous apercevoir que vous avez des conséquences personnelles, environnementales, et là, vous pouvez tout à fait venir. Vous pouvez même venir d'ailleurs si vous avez peur d'avoir un problème alors que vous n'en avez pas. Nous sommes tout à fait prêts à vous rassurer, évidemment. Mais qu'est-ce que vous... Allez-y, professeur Parquet. Ça veut dire qu'on a deux aspects. Lorsqu'il y a dépendance, on est dans l'abstinence, parce que sans ça, il y a des risques très importants. Et de l'autre côté, quand on est dans l'usage nocif, on est dans une problématique de la gestion. C'est un bénéfice-risque, c'est de la gestion. L'usage tout simple, c'est un problème de gestion. Gérer pour ne pas devenir usage nocif et dépendant, gérer pour ne pas avoir de dommages. Et donc vous voyez que la problématique est une problématique non pas de l'abstinence, mais le problème de la gestion. Comment donner aux gens qui viennent nous rencontrer des compétences pour pouvoir gérer leurs relations, comme ça a été très bien dit par le docteur Richir tout à l'heure, leurs relations avec un produit, avec une conduite et un comportement. Vous voyez, les objectifs sont différents. Trois populations différentes. L'usage, nous tous. L'usage nocif, une grande partie d'entre nous. La dépendance, une petite partie d'entre nous, gravissime, qui, elle, s'inscrit dans le sanitaire. Qu'est-ce que vous proposez alors à l'hôpital ou dans les centres d'accueil, comme vous le disiez, un peu disséminés dans la ville? Une aide psychologique, une aide médicamenteuse, un soin suivi? Concrètement, qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, tout. Tout parce que, vous l'avez entendu, c'est un sujet avec ses forces et ses faiblesses, qui rencontre une substance qui est plus ou moins addictogène, qui a plus ou moins de conséquences physiques ou psychologiques ou psychiatriques, et qui vit dans un environnement plutôt freinant ou plutôt favorisant. À l'évidence, il va falloir travailler tant sur la psychothérapie, la psychologie, voire la psychiatrie pour certaines personnes souffrant de troubles psychiatriques. Et nous travaillons autant sur le plan psychothérapeutique que sur le plan médicamenteux pour les aider. Également, nous avons aujourd'hui des nouveaux traitements pour lutter contre les envies impérieuses de reconsommer, qui sont la grande définition aussi des addictions, c'est de ne pas pouvoir contrôler les envies impérieuses. Mais on va également travailler sur les conséquences des produits, et nous avons dans le service une volonté de faire un bilan complet sur les conséquences physiques, mais également psychologiques des produits, et évidemment environnementales. Et environnemental, ce n'est pas que le travail de l'assistante sociale, qui est une personne qui est très importante dans notre service, et ce n'est pas de la démagogie de ma part. Quand vous êtes dans un milieu où vous consommez, vous arrêtez de consommer, on vous remet dans le même milieu, il faut à l'évidence y réfléchir, mais également dans une approche qui va être pluridisciplinaire et familiale, comportementale et même psychodynamique. On va ouvrir les compétences, d'abord parce que toutes les approches ne plaisent pas au sujet. Il n'est pas toujours évident de pouvoir faire une introspection sur soi, et c'est pas, pour prendre une métaphore, savoir pourquoi n'est pas toujours suffisant pour changer, est nécessaire et suffisant pour changer. Et puis parce que vous êtes aussi dans un environnement qui soit vous incite, soit au contraire essaye de vous protéger, avec
avec difficulté. Avec conflit parfois. Oui, ou alors qui, au contraire, moi je dis souvent, la famille ne fait pas partie du problème, elle fait souvent partie de la solution. Et donc, ce sont eux qui vont être derrière et qui vont peut-être vous récupérer et vous aider et vous soutenir. Et donc, là aussi, on travaille avec les familles. Justement, pardonnez-moi, mais il y a une question qui dit qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, avec un jeune qui nie toute addiction, un grand ado qui nie toute addiction, c'est une question qui est arrivée. Comment on peut aider les jeunes? Alors là, on est vraiment dans la consommation du produit. Comment on peut aider un jeune qui dit non, moi tout va bien, t'inquiète pas, je gère, et ça on l'entend, je gère. Vous disiez la famille, oui, elle peut, mais on peut être en conflit et ça, c'est pas la solution. La famille est la première personne souvent qui nous interpelle pour les jeunes parce qu'il y a plusieurs stades lorsque vous êtes en train de consommer une substance. Il y a ce qu'on appelle le stade du consommateur heureux et on est typiquement là. Et si vous, d'une façon très symétrique, en escalade et de façon presque oppositionnelle, vous essayez de démontrer ce qui n'est pas démontrable et ce qui sera toujours nié, le déni du sujet sera proportionnel à votre volonté de le faire avouer. Alors, il est tout à fait intéressant de commencer à faire naître le doute, utiliser les pairs, utiliser les copains, utiliser les conséquences de ce qu'on observe, etc. Mais c'est la période la plus difficile. C'est cette période de déni. Alors, il faut déjà, on peut aussi venir rencontrer, en tant que parent, les soignants, ou les conseillers, ou les assistantes sociales de secteur, etc., pour demander comment est-ce qu'on peut aborder les choses, est-ce qu'il y a peut-être une possibilité de trouver le moyen de rencontrer quelqu'un. On va parler justement d'accompagnement des familles qui disent comment vous pouvez nous aider, nous, l'entourage, quand le problème est là, ou justement en prévention. Vous vouliez ajouter quelque chose, professeur Parquet? Oui, je crois qu'une grande partie de notre travail, c'est d'essayer de développer les compétences de la famille. C'est de la même manière développer les compétences de l'entreprise à avoir une position préventive ou une position d'accompagnement et de soutien. Donc je crois que ça, c'est très important. Donc il se peut qu'on puisse consulter, non pas pour son mari, pour son épouse, pour son fils, sa fille, etc., mais consulter pour soi-même. Qu'est-ce que ça me fait de voir quelqu'un qui consomme ? Comment je réagis? Pourquoi je réagis comme ça? Quelles sont les stratégies que je pourrais trouver? Ça, c'est le premier point. Développer les compétences des personnes qui sont dans le tour. C'est la même chose dans la maladie d'Alzheimer. On ne s'occupe pas simplement de la personne qui a la maladie d'Alzheimer, mais on s'occupe des gens qui sont à l'extérieur. Quelquefois, cette famille pose des problèmes aux consommateurs. Mon ami Isidore Pelk, qui a introduit le concept d'addiction en Belgique en même temps que moi, parlait des co-alcooliques. C'est-à-dire des gens qui participaient à l'élaboration de cette conduite et de ce comportement. Donc je crois qu'il y a là quelque chose de particulier. Et puis il y a troisièmement quelque chose, nous avons une parfaite légitimité à énoncer notre point de vue. Et il ne faut pas s'inquiéter que ce que l'on dit ne va pas avoir d'effet immédiat. Et on laisse une trace de la même manière sur ce que l'on dit. C'est-à-dire affirmer votre position, énoncer des choses comme ça, et non pas dire tu devrais, etc., etc. Mais voilà ce que je pense. Et je crois que c'est très important pour la rencontre avec les enfants et les adolescents et les adultes entre eux, c'est d'affirmer la position par rapport auquel les gens vont se déterminer, sans se leurrer sur l'efficacité immédiate, mais en jouant sur l'efficacité à long terme. Ne pas lâcher prise, en fait. Être toujours là, présent, entouré. Être présent, entouré et affirmé. Mais en même temps, si vous consommez 72 médicaments pour dormir, pour ceci et cela, et si vous dites à quelqu'un « tu ne devrais pas consommer de cannabis », ça, à ce moment-là, il faut prendre en charge tout le monde. On va prendre cette notion comment ça, qu'on sorte un petit peu de tout ce qui était produit et qu'on parle justement de ces addictions, dépendances, kleptomanie, comme vous le disiez à l'instant, mais aussi le travail. On a parlé d'addiction au travail, quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter de bosser, les jeux en ligne en permanence, tout ce qui n'est pas produit. Est-ce que vous, oui, tout à fait, à l'hôpital, vous pouvez apporter comme j'ai la fâcheuse tendance à la digression, je n'ai parlé que des troubles des comportements alimentaires. Mais c'est classique, effectivement. Mais il y a les addictions, dans les addictions comportementales, il y a les jeux pathologiques, les achats pathologiques, les addictions sexuelles qui ont un peu défrayé la chronique ces derniers temps,
mais également les addictions au travail. Des gens qui travaillent tard, y compris au-delà de l'âge qui est requis, n'est-ce pas? Certains peuvent être un peu accros au travail. Et donc, mais je m'en réjouis d'ailleurs quand ces gens sont à mes côtés. Et donc, on peut rire un peu aussi. C'est soirée un peu humour aussi en même temps, on a oublié de vous le dire. Mon maître est là, donc j'en profite. Et donc, nous avons effectivement des gens qui sont spécialisés. Alors, les approches seront beaucoup moins médicamenteuses pour ce type de troubles, mais beaucoup plus comportementales et psychologiques. Alors, il y a un sens, il y a toujours un sens, souvent caché malheureusement, de se retrouver dans des comportements pareils. Il y a aussi beaucoup de comorbidités, à côté, morbidité, maladie, qui sont soit des maladies psychologiques, soit des maladies physiques qui peuvent expliquer ce genre de choses. Et donc nous allons les rechercher et nous allons traiter sur tous ces abords. Alors le traitement est souvent long parce qu'il nécessite une véritable implication. Les tentations sont nombreuses, en particulier le jeu pathologique. Vous savez que plus un système est récompensant et rapidement récompensant, plus il est addictogène. Donc ça devient très difficile d'aller dans un café ou de passer devant un bar tabac sans être confronté à des jeux de grattage, etc. Parce que contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas nos voisins du casino qui sont les plus gros fournisseurs de joueurs pathologiques, mais ce sont bien évidemment des jeux assez faciles et qui sont récompensants immédiatement. Et d'ailleurs, historiquement, depuis très longtemps, dans les casinos, on avait toujours eu la possibilité de s'interdire. On peut encore, non ? On peut encore, bien sûr. Pardonnez-moi, je n'ai pas au passé, mais historiquement, ça fait très longtemps qu'on peut s'interdire et que les casinotiers ont toujours souhaité avoir des joueurs et des consommateurs et non pas des joueurs pathologiques. Et donc, dès l'instant que vous êtes dans le jeu, qu'est-ce qui est le risque? Et le principal risque, c'est le gros gain. Gagner une somme importante est un grand facteur de risque d'entrer dans le jeu pathologique. Et l'achat compulsif, alors, il rentre dans quelle catégorie? L'achat compulsif rentre parfaitement dans la catégorie des addictions. Alors, il fut un temps, mais je ne vais pas rentrer dans des détails de psychopathologie où on croyait que c'était un trouble obsessionnel, etc. En fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même une perte du contrôle, une perte de la liberté de s'en abstenir, et qu'on continue à acheter malgré les conséquences. Et on en arrive même, comme un joueur pathologique, à tricher, à voler des cartes bleues, à piquer dans la caisse de son magasin, de là où on travaille, et on en arrive à se mettre en danger véritable. La grande difficulté actuellement, c'est que quand on avait les casinos, ils étaient assez régulés, ce qui montre bien que l'État et le citoyen avaient pensé qu'il y avait un risque et un dommage. Or, les choses ont beaucoup changé. Dans notre région, quand vous allez dans des civettes, vous vous rendez compte qu'il y a un écran et que sur cet écran, il y avait un jeu qui s'appelait le Rapido. Et nous avons fait une étude avec Mme Peixoto qui montrait qu'il y avait 600 000 personnes qui dépensaient 40% de leurs revenus mensuels rien qu'à ce jeu. Du coup, qu'est-ce que l'on a fait ? Eh bien, on a fait des études, et vous l'avez vu dans notre région, on a remplacé le Rapido par un autre jeu qui s'appelle l'Amigo, dans lequel on a diminué le pouvoir addictogène, et en particulier les gros gains, on a diminué le pouvoir addictogène de ces jeux. Cela veut donc dire que quand vous avez une vidéo, par exemple, ou un jeu vidéo, en lui-même, on peut y glisser des déterminants qui favorisent le côté addictogène. Un des jeux célèbres qui s'appelait War Again, la guerre de nouveau, le fait qu'on vous fasse dans un jeu des avatars et avec lesquels vous pouvez progresser de point en point, de situation en situation, ça veut dire qu'à l'intérieur même du jeu, le concepteur et le promoteur vous proposent de quoi développer un comportement addictogène. C'est la récompense, comme vous disiez. C'est la récompense. On est toujours récompensé. Du coup, vous voyez que les actions de prévention, elles remontent aussi aux gens qui proposent des jeux et elles remontent aussi aux gens qui proposent des jeux qui comportent un risque addictogène. Et l'ARGEL actuellement, c'est-à-dire l'autorité de régulation des jeux en ligne, est très attentive à celui-là. Ce qui fait que, par exemple, comme c'est un marché énorme, les jeux
c'est à peu près 5 milliards. En France, ces jeux ont un statut particulier. Le concepteur fait son jeu, on lui achète son jeu et il n'a plus rien à voir. Et le promoteur développe la distribution et les gains. Par contre, si vous allez au Canada, le concepteur touche une partie sur l'ensemble de l'utilisation des jeux. Donc, si ce sont des jeux qui sont mis en place au Canada, le concepteur a intérêt à mettre des éléments addictogènes dans son jeu pour pouvoir gagner sa vie, quelquefois de manière superlative. Vous voyez bien que là, c'est le contrôle de l'ensemble du citoyen éclairé, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure remarquablement, éclairé, qui est en jeu, c'est-à-dire nous tous. Nous sommes, chaque citoyen et chaque citoyenne, les meilleurs préventologues. À comportement ou produit, est-ce qu'il y a des personnes à risque? Est-ce qu'il y a des terrains plus fragiles que d'autres? Est-ce qu'on les repère tant, vous, le professeur Cotensin, dans votre service, ou alors vous, en tant que tabacologue, enfin, vous êtes complémentaire dans ce que vous allez nous apporter comme réponse? Oui, effectivement, nous, parmi les fumeurs que nous rencontrons, on voit par exemple que les personnes qui fument, souvent dans leur famille, il y a des fumeurs, leurs parents par exemple. Donc il y a le milieu déjà. Alors est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est par mimétisme? Est-ce que c'est comportemental? Etc. On voit aussi que fumer, par exemple, dans certaines cultures, eh ben, ça ne provoque pas d'addiction. C'est aussi la représentation du produit dans la société. Fumer, pour certains, c'est un moyen d'échange. Ils ont des difficultés, en fin de compte, peut-être à communiquer avec les autres. Eh ben, c'est un moyen d'échanger. Moi, je me souviens d'un jeune qui était là, il avait du mal à communiquer. Et puis, il me dit, ben, moi, j'avais mon paquet de cigarettes, j'avais quelque chose à offrir, j'avais du mal à aborder quelqu'un, etc. Donc, on voit quand même des profils de personnes à qui ça peut servir dans leur vie quotidienne en termes d'échange. Je me souviens aussi de ce jeune qui avait grandi un petit peu trop vite, qui avait des grands bras, des boutons, etc. Et puis, le fait de fumer, ben, ça faisait une espèce d'écran entre lui et les autres. Voilà, il pouvait... Bon. Manque d'assurance, un peu, c'est ce qu'on retrouve. Oui. Et puis, il y a aussi les facteurs de protection, quoi. Avoir confiance en soi, etc. Donc, on voit des personnes qui commencent à fumer, des jeunes comme ça au début, et puis après, ils s'arrêtent presque spontanément parce que la fonction que jouait le fait de fumer, mais pas forcément le tabac, l'objet cigarette, j'en suis presque là, au fond, parce qu'il ne me semble pas qu'on commence à fumer par plaisir, on commence à fumer pour plein d'autres choses, parce que dans notre société, ça représente quelque chose. Peut-être ressembler à Marilyn, enfin, je ne sais pas. Voilà. Et puis après, il y a aussi effectivement des facteurs de protection, c'est-à-dire avoir confiance en soi, savoir dire non, se réaliser dans une profession ou autre. On voit des profils, effectivement, qui ne sont pas propres simplement au tabac, mais qui sont propres à de nombreux profils addictifs. Professeur Cotensin. Nous ne sommes pas égaux devant les addictions. Il ne suffit pour s'en convaincre déjà simplement d'observer les fumeurs. Certains d'entre nous, fumeurs, ne peuvent pas s'empêcher de fumer un paquet et demi par jour et lorsqu'ils arrêtent, rechutent très vite, ou bien reprennent immédiatement les mêmes consommations, ou bien se sentent obligés de ne plus jamais toucher une cigarette de leur vie. Et certains peuvent, sans aucune souffrance et sans aucun contrôle, fumer une petite cigarette de temps en temps, un cigare, sans jamais se ressentir le besoin. Et voire s'arrêter du jour au lendemain. Voire s'arrêter du jour au lendemain et sans souffrance. D'accord. Donc on connaît ça. Alors, est-ce que c'est valable pour les autres addictions, si je peux me permettre? C'est tout à fait valable pour les autres addictions, et c'est d'ailleurs tout à fait étonnant, comme quoi on ne s'intéresse pas assez à ces personnages qu'on devrait découper en tranches pour savoir comment ils fonctionnent. Ceux qui arrivent tout seuls. Ne serait-ce que pour venger ceux qui sont obligés de rester abstinents totalement à la cigarette. C'est pas juste. C'est pas juste. On est bien d'accord. Il y a des facteurs au-delà de ça qui sont des facteurs de vulnérabilité bien connus comme la précocité de la rencontre avec le produit. Et ça, c'est tout à fait démontré que plus tôt vous êtes en contact avec un produit addictogène, une substance psychoactive, plus vous avez des risques, etc. Et comme je vous le disais tout à l'heure, également, les facteurs de fragilité psychologique. J'entends par là pas seulement des troubles psychiatriques. Je veux dire, les substances psychoactives qu'on pense donnent du plaisir. Ce plaisir vous fait du bien et vous protège, mais en fait
est aussi un facteur qui peut vous entraîner vers les addictions. Et trop bosser peut permettre de penser à autre chose aussi. Trop bosser. Mais bien sûr, il y a également la multiplicité des produits. Aujourd'hui, la triade alcool, tabac, cannabis est un facteur de risque d'entrer dans les addictions. Et pourtant, regardons autour de nous, même si c'est en aigu, dans les soirées festives, etc., ça reste un mélange qui, avec le temps, favorise, etc. Donc, et la répétition des consommations d'abus est un facteur de risque d'entrer dans les addictions. La disponibilité du produit aussi, peut-être. Il faut quand même vous rendre compte que la cirrhose du foie diminue partout en Europe, sauf en Angleterre où elle est stable et en Écosse où elle augmente. Ce sont des pays dans lesquels on consomme de façon massive les week-ends et donc où l'on voit... De l'alcool, en De l'occurrence, l'alcool, hein. oui, je parle de l'alcool pour le foie. Donc, c'est juste un exemple parmi d'autres où on voit qu'il y a quand même des modalités de consommation qui, en elles-mêmes, sont des facteurs de risque. Donc, vous avez un sujet qui a des forces et des faiblesses, un produit qui a un pouvoir addictogène. Aujourd'hui, les 3 produits les plus addictogènes sont le tabac, la cocaïne et l'héroïne. Vous vous rendez compte que je mets le tabac au même titre que la cocaïne et l'héroïne dans le pouvoir addictogène, alors que l'alcool, le cannabis sont des produits moins addictogènes, qui font tout autant de ravages, bien évidemment, mais qui n'ont pas ce pouvoir et qui vont nécessiter d'autres facteurs pour renforcer. Et puis, l'environnement dont nous parlions, la disponibilité du produit, la culture du produit, son accès, sa valorisation, ou au contraire sa dévalorisation, puisque on parlait de l'interdit tout à l'heure, aller consommer spécifiquement un produit qui est interdit par la loi n'est pas anodin. Je voulais souligner une chose, c'est qu'il y a récemment il y a une étude qui est sortie et qui montre que les buralistes, plus de 30% d'entre eux vendent du tabac aux jeunes de 12 ans, par exemple. Ça veut dire qu'on s'en procure vraiment très facilement. Interdit, et pourtant, interdit. il y a la loi. Ah oui. Donc, en fin de compte, c'est vrai qu'on est dans un contexte où il y a un environnement, une loi, l'État qui joue son rôle d'État, il doit jouer. Il y a la personne avec ses facteurs de vulnérabilité et de protection, puis il y a les éducateurs qui sont là pour, en fin de compte, augmenter l'esprit, donner aux gens, aux jeunes, la capacité d'avoir un esprit critique assez développé, s'appuyer sur leurs compétences, leur rendre la capacité de choisir, etc. Mais voilà, quand une loi existe et qu'elle n'est pas appliquée, qu'est-ce que c'est que cette loi ? Et ce qui est intéressant de voir, c'est que de la même manière qu'on a fait l'interdiction de la cession du tabac aux mineurs, on fait l'interdiction de la cession de l'alcool aux mineurs et on fait l'interdiction de la cession des jeux aux mineurs. C'est-à-dire qu'on voit bien là que le concept d'addiction a apporté le fait que ces comportements sont des comportements équivalents. Donc il faut que nous allions un petit peu au-delà des produits pour voir quelles sont les conduites et les comportements. Je crois que ça, c'est une conclusion que nous devons avoir ensemble pour pouvoir vivre ensemble. Et puis, il y a un point qui me semble aussi tout à fait important, c'est le problème de l'offre de produits. Lorsqu'il était difficile de se procurer du cannabis, il y avait moins de consommateurs. Lorsque, en face de chez moi, la sortie d'un grand lycée, il y avait rarissimement, il y a 15 ans ou 20 ans, des dealers. Maintenant, ils font partie du paysage. C'est ce qui rejoint les angoisses des parents dont on parlait tout à l'heure, qui n'étaient pas, il y a 10 ou 15 ans, confrontés à ce type de problème et ça leur tombe dessus, comme les jeux Internet, etc. Alors, on a rajouté des problèmes, me semble-t-il. Le problème, c'est comment fait-on par rapport à l'exposition au risque. Du coup, parler des choses avant qu'elles ne surviennent, l'exposition au risque doit être une préoccupation. Et l'exposition au risque peut être, on pourrait dire, argumentée par les pouvoirs publics, par les structures associatives, par les acteurs sanitaires, par les acteurs éducatifs. Mais l'exposition au risque, qui peut le traiter le mieux? Ce sont les gens de proximité, c'est-à-dire la famille, les grands, c'est-à-dire la famille, quand elle existe, c'est la famille élargie, ce sont les proches. Et en plus de ça, il y a quelque chose qu'on oublie constamment de dire, c'est que nous avons aussi un certain nombre de médias qui donnent à cette consommation une place particulière.
J'ai été interviewé à la télévision il y a 3 semaines. On parlait des conduites addictives sans substance, des conduites addictives avec substance. Et la personne qui m'a interviewé m'a demandé « Et vous, monsieur le professeur, quelle est votre drogue ?» Ça semblait être une question qui était une question anodine. Mais le fait de poser la question, c'est quand même quelque chose de tout à fait important. Des adolescents, à la sortie du lycée, squattent mon garage, j'ouvre le garage, je les trouve en train de fumer du cannabis et d'autres activités. Et à ce moment-là, je leur dis « Ah bon, vous trouvez que mon garage est un bon lieu ?» Oh, ils me disent « C'est mieux que le bahut. » Bon, je comprends. Et je dis « Mais vous fumez pendant l'intercours ?» Ah ben oui, on a mat après. Qu'est-ce que ça veut dire? Une excuse un peu. Ça veut dire que là, j'utilise ce bricolage chimique qui est la consommation pour pallier à un conflit ou à une difficulté dans un autre champ. Et du coup, là-dessus, il ne faut pas être des grands sanitaires, il ne faut pas être des grands psychologues, c'est la vie quotidienne qui fait ça. Si nous sortons tous d'ici avec l'idée que nous sommes tous, à chacun de nos titres, les meilleurs préventologues. Pas les préventologues pour tout, mais les préventologues pour certains aspects de cette conduite polydéterminée que sont les conduites addictives, avec ou sans drogue. C'est ça qui est cette culture. Notre culture actuellement, c'est quand des personnes en vue... Allez, je vais y aller, je vais avoir des ennuis. Allez, quand Noah nous dit il y a une dizaine d'années qu'il apprend, et il avait un verre de vin rouge à la main, il va apprendre à son fils qui avait 5 ans à l'époque, heureusement il n'a pas suivi cet exemple, il allait lui apprendre à fumer correctement le cannabis, nous avons des problèmes. Quand les médias reprennent le fait que le dopage sportif est quelque chose par le même personnage qui semble souhaitable, eh bien, on se trouve devant une problématique citoyenne. Nous avons, autant que les célèbres, nous avons le droit et le devoir de dire ce que nous pensons. La prévention passe par nous, donc c'est nous qui sommes des éléments préventifs. Non seulement, il passe par vous, mais vous êtes une actrice de prévention. Oui. Professeur Parquet. Cotensin. Cotensin. Flatteuse. C'est la même conception, c'est ça qui est embêtant. La première prévention que vous pouvez faire sur la cyberaddiction, et ça a été démontré scientifiquement, c'est de n'acheter déjà qu'un seul ordinateur et de le mettre dans le lieu commun de vie. Même s'il est dans un couloir, même s'il est dans la salle à manger ou le salon, ou même s'il est dans la seule pièce dans laquelle tout le monde vit. C'est déjà la première prévention qui a été en plus démontrée. Parce qu'il y a un échange. Une répartition en plus. Est-ce qu'on peut être accro à la télé? Oui, mais si on la regarde tous ensemble et qu'on est tous dans le même sens et qu'on partage cette télévision qu'on a regardée, c'est quand même différent que de la laisser allumer toute la journée ou de laisser une télé dans chaque chambre ou de laisser un ordinateur dans chaque chambre. J'ai vu une pub hier soir d'une télé centrale et on vous offre 4-5 écrans que vous pouvez mettre partout dans la maison. Et apparemment, c'est top, quoi. J'ai le même abonnement et c'est exactement ce que j'ai refusé. Voilà, ça m'a fait très peur. Et je l'ai refusé aux grandes dames d'ailleurs du vendeur qui ne comprenaient pas comment, pour 19,90 €, c'est-à-dire la même somme, je pouvais avoir des écrans partagés. Et je lui ai expliqué longtemps. Je pense qu'il veut changer de métier après m'avoir entendu pérorer pendant 10 minutes. Je lui ai expliqué pourquoi je ne voulais pas cela, malgré des enfants à la maison qui ne sont pas plus addicts que d'autres, puisqu'ils tweetent aussi, Facebookisent aussi et échangent, puisque c'est leur méthode, c'est leur mode. Heureusement d'ailleurs qu'ils ont les outils de leur génération pour pouvoir communiquer avec les autres. Mais la prévention va passer par le message que vous êtes en train, vous, de passer à nous, les parents, parce qu'on n'a pas toujours conscience, justement, on a envie de faire plaisir, on dit tout le monde va être content, on va leur faire un petit cadeau, puis on ne se rend pas compte qu'on rentre justement dans un système. Et c'est ça la difficulté du quotidien. Avec le produit ou avec la télé, c'est pareil. Oui, mais vous voyez quel approfondissement on peut faire de cette situation, quel appauvrissement on a. Je vous donne une anecdote. Je suis dans le TGV, il y a 4 personnes là.
Il y a un monsieur et une dame qui montent à un arrêt intermédiaire. Manifestement, c'était un couple. Juré craché. Ils ont pris leur appareil et ils se sont parlé avec leurs appareils. Ils n'ont pas causé. Ils ont communiqué. Donc, ça, c'est une vie de couple. Hein. Ouais. Donc c'est aussi un problème de communication. À mon avis, le soir, ils doivent s'envoyer des vidéos pour arriver à quelque chose. On a dit qu'on parlait pas de sexe. Ah si. Je voudrais quand même justement, on sourit effectivement, revenir sur une question qui a été posée, parce que je dois me faire l'interlocutrice de ce qui a été dit. Est-ce qu'on va évoquer l'addiction au jeu et au sexe? C'est bien la question. Est-ce qu'il existe un service qui accompagne les addictions au sexe comme il existe un service pour les addictions aux drogues et aux conduites alimentaires? Donc c'est une question qui est revenue 2 fois. Oui, mais comment on peut être, alors je vais être cru, comment on peut être addict au sexe, à part peut-être un exemple ou deux que vous citiez il n'y a pas longtemps, mais c'est pas courant quand même, si c'est courant. D'abord, je n'ai cité personne. Que vous suggériez, je veux dire. L'addiction, encore une fois, c'est la perte de la liberté, la perte du contrôle, et continuer ce comportement malgré les conséquences. Donc vous êtes parfois, peut-être parce que vous avez des besoins qu'on appelait génésiques autrefois, un peu plus importants que d'autres, ou parce que vous avez des besoins psychologiques de plaire et de séduction plus importants que d'autres, ou parce que vous êtes dans une dépendance affective plus importante que d'autres, vous allez trouver dans ce plaisir, voire cette collection finalement, qui va se retrouver là, ou ce besoin de performance, vous allez vous retrouver prise au piège de votre comportement, et vous allez continuer sans pouvoir vous arrêter. Et donc, il est tout à fait possible d'être addict au comportement sexuel. Ces comportements sexuels peuvent être de toute nature. C'est pas uniquement d'être un don Juan ou une don Juan tout à fait, avec une autre personne et tout le temps dans la quête de séduction. Vous pouvez aussi devenir accro à des sites pornographiques, être accro à des films pornographiques et avoir des comportements masturbatoires permanents, cachés pendant le travail, en dehors, parce que ça devient une obnubilation permanente de l'esprit. Vous parliez de psychologie, mais ça peut être aussi physiologique, un peu comme une hyperactivité. Voilà, c'est ce que je disais dans l'hypergénésique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui physiologiquement aussi ont des besoins importants sexuels et qui ne sont pas toujours contrôlables. Alors on donne des médicaments ? Alors il y a des possibilités médicamenteuses, mais il y a surtout des possibilités psychothérapeutiques et comportementales. Et il y a de nombreux services d'addictologie qui sont tout à fait capables d'aider les sujets addicts au sexe. Et au niveau de l'ensemble des citoyens et de la citoyenne, il faut quand même faire percevoir depuis longtemps et depuis la petite enfance la différence qu'il y a entre quelque chose qui est la génitalité et quelque chose qui est l'amour. Ce sont deux choses qui se mélangent, mais quand on permet de comprendre que la génitalité peut être au service de l'amour, et quand elle est génitalité pure et répétitive, c'est autre chose. Et ça, c'est un problème d'éducation. À 2 jours de la Saint-Valentin, c'est bien de parler d'amour. Moi, je suis plutôt pour. Je me demande où elle va en venir. Voilà. Je voudrais qu'on parle un peu de tabac, parce que Dominique Bonte, vous êtes donc médecin tabacologue, entre autres, à l'Institut Pasteur de Lille. C'est bien que vous nous racontiez un petit peu comment ça se passe quand on vient vous voir, quelles sont les propositions que vous faites à ceux qui sont en général demandeurs d'arrêt de la cigarette, tous les paliers que vous proposez. Comment ça se passe ? Oui, c'est un petit peu la question que vous posiez tout à l'heure. Quand ils vont voir M. Cotensin, au fond, pourquoi viennent-ils le voir? Alors, les personnes qui viennent pour arrêter de fumer, ils ne viennent pas forcément contraints. Il y a des personnes qui viennent parce qu'ils sont contraints par eux-mêmes, ils ont une perte de liberté, etc. Mais c'est rarement l'entourage, ou peut-être l'épouse, c'est possible. Qui dit, ou l'époux. Oui. Est-ce que vous pourriez l'arrêter de fumer, par exemple? Alors déjà, souvent, les personnes qui viennent, elles viennent comme si on allait être des magiciens. Donc elles viennent déjà avec une vision particulière, en se disant, je vais aller voir le docteur, il va me donner un médicament, etc. Et là, on se place vraiment sur autre chose. C'est les personnes qui viennent, souvent aussi parce qu'ils ont peur de la maladie. Ils ont peur de la maladie, mais très vite, quand on les écoute, leur décision est sous-tendue par toute autre chose.
Et on se rend compte qu'ils tiennent dans le temps si ça s'inscrit dans un projet. J'ai envie de voir grandir mes petits-enfants, j'ai envie de me remettre au sport, etc. Donc, bien entendu, et tout notre travail, c'est d'entendre ça et de les aider à asseoir cette motivation, de leur faire comprendre combien c'est important pour eux. Mais ce n'est pas forcément nos arguments de médecins qui vont avoir une balance très importante là-dedans. C'est très clair. Et puis, on rencontre des gens qui ont déjà essayé beaucoup de fois, qui sont pourtant très motivés, mais qui ont peur. Je me souviens d'un monsieur qui était venu pour arrêter de fumer, et il s'est dit, je n'ai jamais tenté parce que j'ai peur de perdre. J'ai peur d'échouer. Donc, bizarrement, il y a des gens qui ne tentent pas parce qu'ils ont peur de perdre, etc. Il y a d'autres freins, comme la prise de poids, par exemple. Ça, c'est quelque chose Un grand classique. Ah oui, c'est un grand classique, quoi. Donc, on peut complètement arrêter de fumer sans grossir. Ça, il faut le savoir. Et en plus, quand on arrête de fumer, il faut manger. C'est la meilleure façon de ne pas grossir. Alors après, manger comment? Ça, on pourra en parler quand vous voulez. Donc, et il y a des gens qui viennent, qui ont peur de se frustrer d'un plaisir. Il y a des personnes qui viennent, qui ont peur de perdre leur béquille, parce que ça leur servait un peu d'anxiolytique, d'avancer dans la vie. C'était un petit peu comme un doudou, quoi. Un support. Oui, un support, quelque chose qui rassure, qui réconforte, etc. Donc c'est intéressant de se projeter avec eux dans cette vie sans tabac. Comment ils l'envisagent? Sur quoi ils vont s'appuyer quand ils seront devenus non-fumeurs, etc. C'est un petit peu ce qu'évoquait le professeur Parquet tout à l'heure. C'est pas on arrête et puis voilà. C'est comment on devient après. Et puis souvent, pour quelqu'un qui arrête de fumer, le clan des non-fumeurs, c'est vraiment le clan des pas rigolos, quoi. Ils vont rentrer là dans une espèce de clan pas très... C'est pas les plus marrants et tout ça. Donc il y a une espèce d'image. Voilà. Donc voilà un petit peu dans quoi on se trouve. Donc il y a toute cette balance et on est loin de la peur de la maladie, quoi. Ça, c'est sûr. On est loin de la peur de la maladie et c'est important. Puis il faut savoir qu'il y a 6 fumeurs sur 10 qui ont arrêté tout seuls. C'est ce que vous disiez, professeur Cotrocien, tout à l'heure. On est parfois surpris par cette capacité à dire « demain, j'arrête ». Et j'arrête. Professeur Parquet, oui, on revient à vous après. Allez-y. Je crois qu'il y a quelque chose. Quand vous êtes un consommateur de substances, n'importe lesquelles, et que vous passez beaucoup de temps à trouver le produit, à consommer le produit, à jouir du produit, à vous remettre des effets du produit, et que vous avez abandonné un certain nombre de vos activités, qu'est-ce que vous allez faire de tout ce temps libre maintenant? Ah oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose de très juste. Beaucoup de gens... Moi, ça m'a beaucoup frappé il y a des années. Un patient qui était dépendant à l'héroïne m'a dit « Eh bien maintenant, qu'est-ce que je vais foutre ?» Et la manière dont on a pu l'aider, c'est lui permettre de penser qu'il pouvait de nouveau avoir un certain nombre d'activités, etc., auquel cas le retrouver du travail avait été pour lui quelque chose de très très important. Mais cette peur du temps qui est là offert alors qu'il était utilisé ailleurs. Tout à l'heure, avec un peu d'humour, le professeur Cotensin a parlé des work addicts. Bon, si vous ne travaillez plus, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Et dans l'entreprise, on voit des gens qui sont work addicts par peur d'arrêter ce comportement alors qu'ils le pourraient parfaitement. L'ennui, peut-être, une crainte de l'ennui, ne pas savoir. L'activité du vide, la peur du vide. La peur du vide. Vous faites matin et soir 3 heures de cuisine, et puis on vous dit, c'est plus toi qui vas faire la cuisine. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 6 heures? Moi, je vais lire, mais bon. Ah ben voilà, elle compense. Revenons à vous, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. Moi, je vois des fumeurs qui, les premiers temps en tout cas, ils doivent se faire des programmes tout au long de la journée. Voilà. Donc vous les aidez, par exemple, concrètement, quand ils viennent vous voir, construisons ensemble ce que vous pourriez faire. Oui, c'est à partir de ce qu'ils évoquent, bien entendu. Ce jour-là, je vais aller voir une telle, je vais aller au resto, je me mettrai plutôt à côté d'un tel qui ne fume pas, etc. Et vous parlez d'argent aussi avec les fumeurs. Vous leur dites, qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces sous? C'est souvent eux qui me le disent. Hein. Mais ce n'est pas un argument que je vais leur opposer, certainement pas. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, oui, je me rappelle, un monsieur, il voulait arrêter de fumer, il s'était acheté un super vélo avant. Mais enfin, ce n'est pas un argument en soi, parce que ça, c'est de la raison. Ce qui est intéressant, c'est les projets, l'émotion, le plaisir que je vais avoir à arrêter de fumer, etc. Ça, c'est... Oui, je vous en prie. Le problème de l'argent
On a bâti le fait que lorsque l'on augmente le prix du tabac, on allait diminuer les consommations parce que les gens étaient atteints au portefeuille. C'est vrai qu'ils sont atteints au portefeuille, mais ce que l'on voit, c'est que du coup, il y a une baisse de la courbe, et puis ensuite, il y a une petite remontée parce que le budget que l'on s'alloue, on change. C'est exactement comme quand on augmente l'essence. Du coup, on dit qu'on va moins rouler. Néanmoins, après, au bout d'un certain temps, ça se lisse. C'est le choc de l'instant. Cependant, il y a toujours un effet qui est un effet gagné. Ça veut dire que ça fonctionne chez les gens qui ont des besoins d'argent, mais qui ont une certaine représentation de l'argent. Quand on regarde les jeux de grattage, on s'aperçoit que les jeux de grattage sont essentiellement joués par des gens qui ont des finances petites, discrètes, basses. Nous avions fait un travail sur les personnes qui bénéficiaient du RSA. Le budget cigarette, le budget alcool, le budget jeu de grattage était en pourcentage supérieur aux catégories supérieures. En pourcentage. Cela veut dire que là, l'argent a une certaine représentation et une certaine fonction, et le fait d'avoir toutes ces conduites annexes joue un rôle compensatoire. Et on le voit de la même manière que les gens qui achètent les jouets les plus chers pour leurs enfants sont en général les gens qui ont moins d'argent, et surtout, ce qui est important, c'est qu'on voit que les crédits pour acheter des jeux aux enfants à la période des fêtes sont beaucoup plus élevés que partout ailleurs. Donc le problème, c'est l'argent. Alors, est-ce que l'argent est une stratégie de prévention ? Ça sera le prochain débat, dans quelques mois. C'est vrai qu'on voit une diminution de consommation juste au moment. Oui. On voit une diminution, mais il faut dire qu'il y a une augmentation de consommation juste avant. Oui, c'est vrai. Donc, au fond, ça, on l'a remarqué. L'argent, mais dans le long terme... L'argent fait appel à la raison. Or, le cerveau de l'addict fait appel à la passion. Et la personne qui est addicte, s'il était raisonnable, il arrêterait. Donc, c'est justement parce qu'il y a une déconnexion entre le système de récompense et le système cortical, le système de réflexion, que justement la machine est enclenchée. Et quand on se dit il faudrait que j'arrête, c'est plus raisonnable, ça ne marche pas. C'est pour ça que... d'accord. Après, on est physiologiquement accro aussi à certains produits. Donc là, il y a un autre travail. Mais c'est vrai que souvent, on avance des arguments de raison. Ça, c'est certain. À vous. Et il n'y a rien de plus indispensable à la vie que les choses qui ne sont pas raisonnables, on le sait bien. Ce que disait Dominique Bond est intéressant. Si on pense que ceux qui ne consomment pas ne sont pas marrants, ça veut dire que raisonnablement, on pense que les gens qui sont modérés dans leur conduite ou comportement sont des gens de raison, et on n'a pas envie d'être simplement quelqu'un qui raisonne. Et toutes les actions de prévention qui sont basées sur la raison et sur l'image bénéfique-risque ont des ratés sur la plus grande partie de la population, et pas sur les gens qui sont très accessibles au raisonnement, qui sont très accessibles à la capacité de faire des choix. Après, les associations et les structures professionnelles qui vous attendent, avec qui vous allez pouvoir continuer à débattre ou à poser des questions plus spécifiques ou personnelles. Chacun le petit mot de la fin, avant que je vous laisse repartir. Vous pouvez reprendre votre micro, professeur Parquet. Et voilà, pour vous remercier de... Mais écoutez, moi, ce que je voudrais dire, c'est la première chose. Comment changer nos mentalités ? Comment accueillir respectueusement les gens qui consomment ? Comment avoir une capacité d'évaluer nos propres consommations et nos propres modalités ? C'est-à-dire que je pense que le problème d'une réunion comme ceci, ce n'est pas d'avoir du savoir, c'est avoir la capacité de promouvoir en soi-même, à partir de leur connaissance de ses propres comportements, de pouvoir faire des choix qui soient bénéfiques pour la santé et la citoyenneté. Professeur Cotensin. Je retiendrai de cette soirée le préventologue individuel que vous et moi sommes tous. Je ne suis pas qu'un addictologue, je suis aussi un père de famille, un oncle, un fils, et donc nous avons tous peu ou prou des actions qui sont possibles. Donc n'oublions pas que tout ce qui n'est pas dit ne peut pas être entendu, et que c'est certainement pas en évitant les problèmes qu'on va les gérer. Et donc rien ne doit vous empêcher de pouvoir aborder le sujet, même si vous vous faites
rembarré par la personne en question. Il n'y a pas de problème à pouvoir aborder les choses qui fâchent. Il y a un moment, il faut pouvoir l'aborder. Et puis, les actions de prévention du quotidien sont véritablement, pour moi, des premières pistes et des premières sources considérables. Docteur Dominique Bonte. Pour moi, c'est surtout la pluridisciplinarité. Pour moi, c'est quelque chose de très important, parce qu'il faut que la personne puisse avoir des interlocuteurs divers, avec des écoutes différentes, des personnes différentes, des compétences différentes. Mais au bout du compte, c'est la personne qui a le problème qui décide. On est là que comme des catalyseurs. Merci à tous les trois. On repart avec tout ça chez soi et on va faire de notre mieux. Merci à vous tous. Je crois qu'on peut applaudir nos interlocuteurs. C'était très riche. Merci de votre attention. Voilà. Jacques Richir venait donc présenter la soirée, président de l'Île Grand Palais. Claude Couroub.